Bonjour à toutes et à tous, il fait chaud, hein. Il fait très très chaud. Tout le monde s'est massé devant la scène Agora, donc c'est magnifique. Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième conférence MeToo Réalité de la journée. Vous allez voir, on va parler maintenant de vie extraterrestre à l'intérieur de notre système solaire, mais aussi à l'extérieur de notre système solaire. Pour m'accompagner dans cette aventure, j'accueille Christian Mustin, qui est expert en exobiologie et en exoplanètes chez nous au CNES, l'agence spatiale française. Vous pouvez l'applaudir, Christian. Merci, bonjour. Ça va, Christian? Ça va. Il fait chaud, hein. Oui, il fait chaud. Alors, le principe de cette conférence MeToo Réalité, il est très simple. On va tester vos connaissances sur la vie extraterrestre. Vous allez voir s'afficher sur l'écran qui est derrière nous une affirmation et vous nous direz tout simplement, grâce aux petits cartons qu'on vous a distribués, vous les avez tous? Voilà, tout le monde est équipé. Si vous pensez que l'affirmation est vraie ou fausse, et Christian nous donnera ensuite quelques éléments d'explication. Attention, première affirmation. Il existe d'autres mondes habitables dans le système solaire. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? On a du vert et on a du rouge, hein. Ouais. C'est assez partagé. C'est assez partagé. Allez, réponse. C'est vrai. Donc oui, c'est plutôt vrai, puisque pour l'instant, même si on n'a pas encore des preuves complètes d'existence, on suppose qu'il y a des planètes, notamment des lunes autour de Jupiter et Saturne, qui ont des océans cachés en profondeur. C'est ce que vous voyez un peu sur cette image. Donc, et que dans ces océans, qui sont sous la couche glacée de ces lunes autour de Jupiter, il puisse y trouver des conditions favorables, donc de l'eau liquide, pour que la vie s'y développe. Alors, ce sont des lunes qui vont être visitées notamment par une sonde européenne qui a été lancée en 2023, qui s'appelle JUICE, et que vous voyez sur la photo, là, et qui va rencontrer ces planètes et ces lunes en 2031. Voilà. Donc ça, c'est la représentation de la planète Jupiter. Jupiter avec la sonde JUICE au premier plan et les lunes glacées qu'on voit autour. Voilà. Ce sont des lunes assez importantes, elles sont plus grandes que la nôtre, hein, un peu plus petites que Mars. Donc ce sont des mondes assez impressionnants. Merci Christian. Allez, affirmation suivante. La vie extraterrestre n'est possible que si des conditions terrestres sont réunies ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Ah, plutôt faux, hein. Il y a 3-4 cartons vrais et beaucoup de cartons faux, et des cartons faux à l'envers. Allez, réponse. C'est plutôt vrai, Christian? Ouais, c'est vrai. Alors, explique-nous un peu. Oui, alors, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on prend les hypothèses de la vie terrestre hein, comme hypothèse de base, les conditions de vie sur Terre, comme hypothèse de base pour chercher de la vie ailleurs. Donc on considère effectivement, si ces conditions sont remplies ailleurs, la vie est possible. Mais qu'est-ce que ça veut dire les conditions terrestres? Ce sont des conditions, comme vous le voyez ici, c'est une photo d'un site sur Terre. Vous pourriez imaginer que c'est un site qui se situe sur une autre planète, en dehors du ciel bleu qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc c'est le site de Dalol en Éthiopie, et les conditions ici sont des conditions extrêmes, c'est-à-dire que c'est des conditions très arides, avec de l'eau que vous voyez ici, qui est de l'eau hyper salée, et vous avez des conditions d'acidité aussi qui sont très très importantes. Et malgré cela, il y a quand même des organismes vivants qui arrivent à se développer dans ce type de milieu qui sont purement minérales, avec des conditions dans lesquelles vous ne pourriez pas prendre un bain, et je vous garantis, vous sortiriez complètement dissous, je dirais, par l'eau qui s'y trouve. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que, y compris sur Terre, il y a des conditions extrêmes aujourd'hui qu'on peut rencontrer sur d'autres planètes. Pas simplement les conditions dans lesquelles nous on vit, comme aujourd'hui, en respirant de l'air et en ayant des arbres pour s'abriter un peu du soleil quand ils sont là. Voilà. Merci Christian. Allez, affirmation suivante. La vie extraterrestre ressemble forcément à la vie terrestre. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Ah, plutôt faux, hein. Plutôt faux, majorité. Ah, c'est bien. Et quelques vrais. 3, 2, 1. Et c'est faux. Et c'est faux, oui. Alors, pourquoi c'est faux? Alors, bien entendu, on peut imaginer une vie extraterrestre un peu différente de la nôtre. Alors ça, c'est une image de synthèse, bien entendu. Alors forcément, la poésie d'une intelligence artificielle, puisque ça a été fait d'une intelligence artificielle,
vous amène à penser à des plantes ou à des fleurs dans une planète dont vous voyez dont elle a des reflets verts et puis un ciel et des aurores boréales. Très clairement, la vie terrestre, même si on part une vie extraterrestre, même si on part sur les mêmes éléments chimiques que l'on rencontre sur Terre, carbone, de l'oxygène, etc., on a déjà énormément de possibilités de variation et on le voit dans certains échantillons qu'on ramène d'astéroïdes où on trouve des molécules organiques et des molécules organiques très différentes de celles qu'on a sur Terre et qui sont déjà très élaborées. Donc on peut imaginer que d'autres mondes puissent bénéficier de la même chimie que sur Terre, mais aboutir à des formes organisées complètement différentes. Donc la réponse est faux. Oui, donc voilà. Allez, on continue. Un retour d'échantillons de Mars, puisque ça c'est un projet futur, pourrait contaminer notre planète. Est-ce que vous pensez qu'un retour d'échantillons de la planète Mars pourrait, si on les ramène sur Terre, évidemment, contaminer la planète? C'est assez partagé. On a du oui, du non, vrai, faux. C'est plutôt rouge globalement, mais il y a un peu de vert. Allez, 3, 2, 1. Et c'est vrai, bravo. Alors c'est vrai. Alors on a le quiz un peu des surprises. Voilà. Voilà. Alors pourquoi c'est vrai? Alors c'est une hypothèse qui est fondée simplement sur les recherches que l'on fait sur Mars. À partir du moment où vous avez aujourd'hui des sondes spatiales qui vont rechercher des traces de vie, potentiellement, éventuellement des échantillons, qu'on va ramener sur Terre avec cette fusée qui redécollera de Mars, avec des échantillons à l'horizon 2035 pour l'instant. Si on va chercher de la vie sur Mars ou des traces de vie sur Mars, et si on ramène ces échantillons sur Terre, on pose l'hypothèse de se placer dans le maximum de risques, c'est-à-dire qu'il y a potentiellement à l'intérieur quelque chose qui pourrait contaminer la Terre. Et de fait, on est amené à gérer ce risque pendant toutes les phases de la mission spatiale et aussi une fois que les échantillons sont sur Terre, pour les amener dans des laboratoires sécurisés et pour les étudier de manière tout à fait sécurisée. Donc voilà, on préfère prendre, c'est une hypothèse de précaution, on préfère se dire qu'il y a potentiellement, même si les chances sont faibles, des traces de vie ou des organismes vivants à l'intérieur des échantillons qui pourraient être adaptés à la Terre pour mettre en place les mesures de précaution et les mesures de sécurité nécessaires. Voilà. Ouais, donc on rappelle que les échantillons de Mars, pour l'instant, n'ont jamais été rapportés de la planète rouge, et que c'est un projet futur. C'est un projet futur, tout à fait. Et quel serait l'intérêt d'obtenir des échantillons de sol, finalement, de roches, de matière, de poussière? En fait, si on ramène des échantillons, comme on l'a vu avec les échantillons lunaires qui ont été ramenés par les missions Apollo et les missions russes, on peut aller très très loin dans l'analyse et on a des mesures beaucoup plus précises et beaucoup plus sensibles que l'on ne peut pas obtenir en envoyant les moyens sur place. Les rovers qui sont sur place ont des instruments certes très perfectionnés, mais qui sont limités en termes de performance par rapport à ce qu'on a dans les laboratoires terrestres. Donc le mieux, c'est de ramener les échantillons dans les laboratoires, et c'est ce qu'on fait communément sur Terre, quand des scientifiques étudient des endroits de la Terre, des carottes par exemple, ils vont collecter au pôle, ou des échantillons qu'ils vont collecter en Amazonie, ils les ramènent au laboratoire pour les étudier. Ils ne les étudient pas in situ, ils les ramènent en laboratoire. Donc on fait la même chose. Voilà. Et est-ce que les scientifiques espèrent, est-ce que c'est vraiment une motivation de tenter de trouver de la vie à l'intérieur? Est-ce que c'est ce qu'on imagine? C'est une hypothèse sérieuse, quoi? Oui, c'est une hypothèse qui sera validée, en fait. On va essayer de prouver, tout du moins on aura peut-être des indications. Mais n'empêche, ces échantillons sont aussi précieux pour connaître la géologie martienne, connaître l'environnement de surface. Il ne faut pas l'oublier qu'une des parties, parce que c'est des missions qui sont faites en collaboration avec la NASA, un des grands motifs, intérêts qui était annoncé aussi, c'est qu'on peut préparer, ça aide à préparer le vol humain sur Mars. Donc, en ramenant des échantillons, on connaît le sol sur lequel on va poser les vaisseaux et forcément les ressources ou les risques que pourront courir les équipages une fois sur place. Allez, on continue. Affirmation suivante. Seules des sondes spatiales pourraient permettre de découvrir des formes de vie ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Du rouge et du vert, encore une fois. Du rouge et du vert. Allez, 3, 2, 1. On ne fait pas durer plus longtemps le suspense. Et c'est vrai, bravo. Oui, alors c'est vrai pour... on a parlé dans la question de forme de vie. Si vous voulez prouver véritablement une forme de vie, il faut que vous soyez au plus près de la planète.
Par contre, on ne parle pas de signes de vie, et c'est ce qui est un peu illustré ici avec des télescopes spatiaux qui permettraient d'observer les atmosphères, voire les surfaces de certaines planètes, et donc de pouvoir en déduire qu'il y a potentiellement une planète habitable qui pourrait avoir de la vie en surface. Mais ce sont des indications, ce sont des signes. Si on veut véritablement découvrir des formes de vie, il faut aller au plus près de ces planètes et pouvoir, avec des sondes spatiales, les observer. Voilà. Merci Christian. Allez, affirmation suivante. Il fait toujours aussi chaud. Je confirme. Les exoplanètes habitables sont si nombreuses qu'on devrait trouver bientôt une seconde Terre parmi elles. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Allez-y. Ah, il y a du vrai, là. Il y a beaucoup de verre. Christian, attention. Ah, c'est faux. C'est faux. Ah, c'est faux. Alors, pourquoi c'est faux? En fait, trouver une seconde Terre, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui est identique à notre planète, la probabilité est extrêmement faible. Alors le nombre de planètes habitables aujourd'hui, je n'ai pas regardé le compteur aujourd'hui, celles qui sont situées, il y en a moins de 50 aujourd'hui parmi les 7000 exoplanètes qu'on a pu découvrir. Et donc voilà, donc il y a 50 candidats qui sont dans une zone habitable et certaines pourraient avoir, des caractéristiques. Là, vous avez une photo un peu d'un bestiaire de planètes, donc vous voyez que majoritairement, il y a des planètes extrêmement grandes, qui ressemblent plus à des Jupiters ou à des Saturnes. Et ça aussi, c'est un biais d'observation qu'on a dans les télescopes, c'est-à-dire qu'il est plus facile d'observer une grosse planète tournant autour d'une étoile peu brillante qu'une Terre tournant autour d'une étoile très brillante comme notre Soleil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on se mettait sur une exoplanète et qu'on utilisait les mêmes instruments qu'on utilise pour nous détecter des planètes, on verrait sans doute pas la Terre, parce que la Terre tourne, en plus, vous imaginez, elle met 1 an à faire le tour du Soleil. Donc il faut être juste au moment où elle passe devant le Soleil pour pouvoir l'observer, ou quand elle est éclairée par le Soleil. Donc c'est beaucoup de probabilités. Ouais. Et je dirais, ce qu'on va découvrir sans doute, ce sont des exotères. Donc faites attention parce que souvent dans les médias, on parle de Terre, mais en fait ce sont des exotères. Et qu'est-ce que les planétologues entendent par exotères? Ce sont des planètes qui ont des tailles voisines de la Terre. Alors quand je dis voisines, ça peut être entre 0,8 à 1,5 fois, voire 2 fois la taille de la Terre, et qui auraient une atmosphère et qui seraient à peu près dans la zone habitable. Voilà. C'est-à-dire tournant à peu près autour d'une étoile comme le Soleil en environ 1 an. Voilà. Et il y aura une mission Plateau, dont je m'occupe un petit peu, qui va être lancée en 2026, fin 2026, une mission européenne, et qui va être chargée d'aller à la chasse de ces exotères en observant un champ sans bouger pour voir des planètes qui tournent très lentement autour de leur étoile et y voir peut-être des exotères. Voilà. Allez, affirmation suivante. T'en parlais à l'instant de la zone habitable d'une étoile. Si une exoplanète est dans la zone habitable de son étoile, elle possède forcément de l'eau liquide à sa surface. Beaucoup de rouge, beaucoup de faux. C'est faux. Oui, c'est bien. Bien joué. Bien écouté parce que... Il va falloir que tu nous expliques ce qu'est la zone habitable pour commencer. Voilà. Alors c'est vrai que la zone habitable... Vous pourrez trouver différentes définitions, et la zone habitable pour les planétologues, c'est effectivement une zone au voisinage de l'étoile dans laquelle il y a des conditions où il peut y avoir de l'eau liquide sur la planète de façon pérenne. Et je vous ai montré tout à l'heure des lunes glacées autour de Jupiter dans lesquelles on soupçonne, et on a sans doute des preuves, on a beaucoup d'hypothèses positives de ce côté-là, qui sont effectivement qui cachent de l'eau dans des océans en profondeur, donc pas en surface, mais en profondeur. Donc vous pouvez avoir des planètes habitables donc qui ont de l'eau non pas en surface, mais qui ont de l'eau en profondeur. Voilà, donc c'est pour cette raison qu'on peut imaginer avoir des planètes dans la zone habitable qui n'ont pas d'eau en leur surface. Merci Christian. On commence à entendre les démonstrations d'avions. Ouais. On va se dépêcher de terminer. Il existe des exoplanètes plus habitables que la Terre. Super intéressant. Probablement. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Alors, c'est encore partagé, beaucoup de rouge, beaucoup de vert. Allez, c'est vrai, Christian. Ouais. Alors, pourquoi c'est vrai? Alors, on va dire probablement. Pour l'instant, on n'a aucune preuve de leur existence. Mais en fait, notre planète, même si on apprécie l'eau, même aujourd'hui, avec cette chaleur, ce n'est pas une planète qui est très riche en eau. La masse, globalement, par rapport à la masse de la planète, on a à peu près 0,01%
de notre planète qui est constitué d'eau, même si vous voyez des océans. Et les mondes glacés que je vous montrais autour de Jupiter, avec des océans, d'autres planètes, peuvent avoir jusqu'à 50% de leur eau, de leur volume et de leur poids qui peut être constitué d'eau. Donc vous avez, si on dit que l'eau c'est la vie, vous pouvez avoir des planètes beaucoup plus habitables, voire avoir énormément d'eau en leur surface, beaucoup plus d'eau que l'on connaît aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier non plus que la Terre, dans son histoire ancienne, était une planète beaucoup plus chaude aussi, avait connu des épisodes chauds, et qu'il y avait une végétation qui était extrêmement luxuriante avant qu'elle ne disparaisse et qu'elle soit remplacée. Donc aujourd'hui, on avait sans doute dans le passé de la Terre une planète qui était beaucoup plus riche en termes d'habitat et de densité biologique, en fait, de densité d'êtres vivants à sa surface qu'elle ne l'est maintenant. Voilà. Allez, affirmation suivante. Les exoplanètes sont toujours en orbite autour d'étoiles comme notre Soleil. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que vous pensez que c'est faux? Les exoplanètes sont toujours en orbite autour d'étoiles comme notre Soleil. Mais encore une fois, c'est partagé. Allez, la réponse, Christian. C'est faux. C'est faux. C'est pas toujours le cas, même si ça arrive quelquefois. Voilà. Donc c'est pas toujours le cas. Pour exemple, ici, vous avez une photo. Alors c'est un schéma qui a été reconstitué à partir des observations, qui s'appelle le système TRAPPIST, où vous avez une étoile dans le fond, qui est une étoile qu'on appelle une naine rouge, voire une naine froide. Donc c'est une étoile peu chaude par rapport à notre Soleil. Et vous avez un ensemble de planètes, dont certaines, dont vous voyez les 3e ou 4e planètes, ont des tailles à peu près équivalentes à la Terre. Et elles orbitent, vous voyez, de manière très proche de leur étoile. Voilà, je dirais une étoile différente. Alors ça, c'est un cas typique. Et vous avez ces planètes, elles sont tellement proches qu'elles s'attirent les unes les autres. Alors on appelle le terme scientifique, c'est elles sont en résonance. Donc voilà, donc chacune perturbe l'orbite de l'autre, en fait, l'orbite de rotation. Et il existe aussi des planètes qu'on appelle vagabondes, c'est-à-dire des planètes qui ont été expulsées d'un système comme notre système solaire, et qui sont errantes dans l'espace, donc qui sont d'anciennes planètes qui étaient autour d'une étoile et qui ont été éjectées par des effets gravitationnels, ont été éjectées et qui se baladent comme ça entre les systèmes solaires. Système avec des étoiles, pardon, pas système solaire, mais des systèmes avec des étoiles. Voilà. Allez, affirmation suivante. Et c'est la dernière, je crois, Christian. Ouais. On peut observer la surface des exoplanètes directement avec un télescope. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? Alors, on parle de télescopes spatiaux, hein, oui. Donc de satellites télescopes en orbite. Ah, c'est partagé encore une fois. Ouais. Allez, la réponse. Et c'est faux. Et c'est faux. Alors c'est faux et un petit peu vrai à la fois, hein, je vais dire. Voilà, aujourd'hui, on a des télescopes spatiaux qui ne nous permettent pas de regarder la surface des planètes directement, de l'observer avec suffisamment de détails pour en connaître la composition en surface. On a souvent, quand vous voyez de ces belles images que je vous ai montrées là sur le système TRAPPIST, ce sont des modèles qui sont reconstitués par des graphistes à partir des données scientifiques. Ce n'est absolument pas un cliché ou quoi que ce soit qu'on ait pu voir là-bas. Souvent, même avec le télescope le plus puissant, ce que vous entendez, là, le JWST ou le James Webb, vous avez souvent dans l'image d'une exoplanète, c'est quelques pixels. C'est comme si vous aviez sur votre appareil photo, vous avez pris un objet et il y a 1 ou 2 pixels qui représentent cet objet. Donc vous n'avez aucune définition, entre guillemets, de ce qu'est l'objet. Vous savez simplement qu'au centre de ce pixel, au centre de cette petite tache, il y a une planète. Et à partir de là, vous avez la lumière qui vous est renvoyée, qui vous indique que peut-être cette planète aurait une surface et qu'elle serait constituée de tant de choses, etc. Mais l'observer directement au point de la voir et d'imaginer qu'il y a des continents, des océans, etc., ça, non. Pas pour le moment, en tout cas. Merci beaucoup, Christian, pour tes explications passionnantes. On va passer à des questions du public. Est-ce que vous avez des questions dans le public? Vous avez été très nombreux à participer. Une question ici. Le micro varie. Ah, voilà. Merci, messieurs. J'aurais une question. Comment vous définissez la vie? Comment un planétologue définit ce que c'est la vie? Très bonne question. Alors, je ne suis pas planétologue. Donc la définition de la vie, vous pourriez en trouver énormément, en fait. Hein, voilà. Pour moi, donc je peux vous donner un petit peu ce qui est communément admis. On admet que ce sont des systèmes, donc donc des systèmes chimiques entre guillemets, donc formés de molécules qui sont capables de se reproduire, qui sont capables de s'auto-régénérer
qui sont capables d'utiliser aussi ce qui se trouve dans leur environnement, c'est-à-dire d'utiliser et de capter l'énergie et de capter les ressources qui sont présentes dans l'environnement. Voilà. Ce sont des systèmes complexes, faits de molécules assez sophistiquées, telles qu'on peut le voir actuellement sur Terre. Donc ça, c'est une définition un petit peu, je dirais, basique, entre guillemets, que l'on peut avoir. Si vous poussez, on pense que ça peut être constitué d'une cellule, c'est-à-dire d'une entité parfaitement séparée de son environnement. Mais on peut voir des molécules simples douées de ces capacités de reproduction et autocatalytiques, comme on appelle autocatalytiques, simplement au niveau moléculaire. Donc après, de ce qu'on appelle la vie ou le vivant, c'est quelque chose de différent. Moi, je pense personnellement, et là je vous donne mon avis personnel, c'est que ce qui définit mieux la vie, on parle d'être vivant. Donc, c'est-à-dire, c'est une propriété qui se caractérise par le fait qu'on est vivant et non pas structurellement uniquement, c'est-à-dire que la vie ne repose pas uniquement sur une structure. L'image que j'aime bien employer, c'est l'image d'une voiture. Une voiture, elle se déplace, ce qu'on appelle la locomotion. Mais si vous démontez votre voiture, si vous la démontez dans ses moindres détails, que vous enlevez les pneus, les jantes, etc., vous n'y trouverez aucun signe de locomotion. La locomotion vient de l'assemblage de ces pièces dans le système et le fait que le système se mette en mouvement et que vous pouvez observer ça. Pour moi, la vie, c'est véritablement cette construction-là et pas simplement ce qui constitue la vie. D'accord ? Merci Christian, tu disais que tu n'étais pas un planétologue, tu es exobiologiste. Exobiologiste, oui, expert dans l'exoplanète, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Les exoplanètes ? Mais non, pour les gens qui sont là, tout le monde l'exobiologie. a ta spécialité. Oui. Ah oui, l'exobiologie, donc c'est la recherche de vie ailleurs. Alors c'est une discipline. Alors moi, je ne suis pas purement scientifique, je m'occupe des missions spatiales qui s'occupent d'aller rechercher de la vie ailleurs. Et donc, en fait, dans ces missions-là, donc la recherche de la vie ailleurs, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes réponses, c'est basé aussi sur l'observation de la vie terrestre et de ce qu'était la vie terrestre potentiellement il y a 3 milliards d'années ou un peu plus de 3 milliards d'années sur Terre. Donc, sur des formes, on va dire un peu, alors j'aime pas le terme primitives, mais des formes effectivement primordiales de la vie sur Terre. Donc, on recherche la vie extraterrestre, la vie ailleurs, sur d'autres astres, donc l'exobiologie, à partir du modèle de vie terrestre et aussi de la vie telle qu'on peut aujourd'hui la trouver dans les traces fossiles qui nous sont laissées dans les roches de cette vie-là il y a 3 milliards d'années sur Terre. Merci Christian. On a une dernière question ici. Alors, pour l'objectif Mars, on en est où ? Pour l'objectif Mars, pour aller sur Mars ou pour ramener des échantillons ? Si jamais il y avait de la vie sur Mars. Ah, alors de toute façon, pour l'instant, on a une mission qui s'appelle Mars Sample Return, qui est une mission qui est avec la NASA, qui malheureusement, avec les changements de budget au niveau de la NASA, risque d'être pour l'instant arrêtée. Donc on devait ramener des échantillons, on doit ramener des échantillons, je ne sais pas ce qu'on doit dire exactement, à l'horizon 2035 sur Terre pour pouvoir les étudier. Donc ça, ce sera une première étape pour effectivement rechercher en détail de la vie sur Mars ou des traces de vie sur Mars. Voilà. Et par contre, on a déjà des rovers sur Mars, que sont Curiosity et Perseverance, sur lesquels on a des instruments qui font des mesures quotidiennement des roches qu'ils rencontrent sous leur roue un petit peu. Et donc, à partir de là, on a déjà des données qui nous permettent de dire qu'il y a des environnements potentiellement propices à des formes de vie telles qu'on les connaît sur Terre. Voilà. Donc, ce qu'on appelle l'habitabilité. Voilà. Merci Christian. Est-ce qu'il y a encore peut-être une toute dernière question dans le public ? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Christian est là. Pas de questions. Eh bien voilà, on arrive au terme de cette conférence Mythe ou réalité sur la vie extraterrestre. Parmi les choses à retenir quand même, j'ai noté, tu me corriges Christian si je me trompe, il existe peut-être de la vie sur les lunes, ces satellites naturels de très grosses planètes, des très grosses planètes du système solaire comme Jupiter ou Saturne. Pour l'instant, nous recherchons plutôt la vie extraterrestre dans des zones qui pourraient rassembler les conditions d'apparition de la vie sur Terre. Ouais. Les sondes spatiales, ces satellites qui se baladent dans le système solaire, sont les seuls engins capables de détecter les traces de vie ailleurs et de façon irréfutable. Oui, sauf si on peut ramener aussi des échantillons. Voilà. Mais avant ça, c'est vraiment c'est d'abord, on passe par là. Il existe a priori des exoplanètes
Alors, super habitable, Ouais. entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils réunissent des conditions de vie meilleures que sur Terre. Voilà. Voilà. Enfin, n'essayez pas d'observer la surface des exoplanètes avec un télescope. Elles sont beaucoup trop loin. Voilà. Ainsi s'achève notre conférence Mythe ou Réalité sur la vie extraterrestre. Merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu. Vous avez été nombreux à participer. Merci Christian pour tes explications passionnantes. N'hésitez pas à parcourir les allées du Paris Space Hub. Il fait très chaud. Il y a un petit peu plus de climatisation au fond, en fait, et à droite et à gauche. Visitez le stand d'exposition du CNES qui est plutôt par là. Celui-ci, c'est juste à côté. Il y a des choses très sympas à tester. Il y a des écrans 3D sans lunettes, notamment, qui sont vraiment très sympas. Vous verrez. Nous vous demandons juste de laisser les petits cartons avant de partir, et c'est histoire qu'ils ne se retrouvent pas dans les allées du salon jusqu'à ce soir. Très bel après-midi à toutes et à tous. Et on reprend les conférences Mythe ou Réalité dès demain matin à 10h30, si je ne me trompe pas.